C'est bon. Alors, bienvenue à tous pour cette conférence de Kevin Lebriquet que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui au CERIAS, au Centre d'études et de recherche sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa diaspora. Kevin est doctorant à l'EHESS. Il est affilié au CEIAS à Paris et il va nous présenter une conférence intitulée plutôt « Tension et rééquilibrage au sein de l'élite bengali des Bhandraloques au 19e siècle, négocier la reconnaissance de son statut de caste ». Alors, Kevin, merci infiniment d'être parmi nous et je te cède la parole. Super. Donc, je vous remercie d'être tous présents aujourd'hui. Donc, ma conférence portera justement, comme disait Mathieu, sur les tensions au sein de l'élite bengali des Bhandraloques et sur comment celle-ci témoignait de négociations de caste en fait, menées au sein de cette élite entre 1793 et 1885. Donc, on va d'abord commencer par parler justement... Ah, ça ne marche pas cette fois-ci. Oui, ça marche. On va commencer ici. Donc, on va d'abord commencer par parler du système de caste, le définir et voir son fonctionnement. Donc, le système de caste, pour le définir, on peut dire que c'est un système hiérarchique basé sur des règles de pureté et au sein duquel naissent tous les hindous. Donc, ces règles de pureté sont définies en fonction de la caste et définissent en fait les interactions entre les différentes castes et les différents membres de la communauté hindoue. Donc, en ce qui concerne le fonctionnement du système de caste, en fait, il y a deux hiérarchies qui coexistent. La première est celle des Varnas, donc tirée de l'ouvrage Manusmriti, donc les lois de Manu. Et donc, ce Manusmriti divise la société en quatre, donc c'est une division quadripartite, au sein duquel il y a quatre Varnas, quatre castes. Donc, le premier Varna est celui des Brahmanes, donc voué à l'exercice des professions sacerdotales. Viennent ensuite les Kshatriyas, donc voués à l'exercice des professions guerrières, royales. Viennent ensuite les Vaishyas, donc eux voués à l'exercice des professions marchandes et aussi celles qui sont liées à l'agriculture. Donc ces trois varnas constituent ce qu'on appelle les hautes castes. Donc les hautes castes, en fait, ont la particularité de pouvoir être les seuls à apprendre le sanskrit, donc langue des textes sacrés, et ils ont cette possibilité car ils passent par un rituel, celui de la deuxième naissance, donc, qui fait d'eux de ce qu'on appelle des deux fois nés, ce que je vous ai marqué ici sous le terme de Dvija, et viennent enfin donc, le varna des Shudras, qui eux sont voués uniquement à servir les trois autres castes. Et vu que ce ne sont pas des hautes castes, ils ont uniquement en fait la possibilité de suivre les rituels, mais pas du tout d'accéder aux textes sacrés. La deuxième hiérarchie est celle des Jati. Donc les Jati, elles, ce sont vraiment ce qu'on appelle des sous-castes, en tout cas c'est comme ça que c'est défini dans la littérature. C'est vraiment les castes que les gens mentionnent quand on leur demande quel est leur statut de caste, et ça désigne généralement des groupes professionnels. En fait, une Jati est généralement affiliée à une profession. On verra par la suite de manière plus précise comment ça fonctionne. Et au Bengale, il y a une particularité, c'est qu'il n'y a que deux varnas. Donc le varna des Brahmanes et celui des Shudras. Donc ça, c'est vraiment la particularité du Bengale. Et pas malheureusement, mais plutôt de manière assez particulière, au Bengale, il y a quand même une strate intermédiaire, celle des Satshudras. Donc Satshudras, ça veut dire Shudra pur. En fait, les Satshudras, eux, ont la particularité de voir leur eau qui est acceptée par les Brahmanes. Donc leur eau ne pollue pas les Brahmanes. Donc ça, c'est vraiment une spécificité bengali. Ils sont dit, donc, en sanskrit, en bengali, on dit qu'ils sont Jol Acharanyo. Donc, Jol, c'est l'eau, et Acharanyo, ça veut dire accepter. C'est comme ça qu'on les trouvera définis dans la littérature. Mais malgré tout, malgré cette particularité, les Satshudras restent des Shudras. C'est-à-dire qu'ils restent en bas de la hiérarchie de caste, mais on peut un peu considérer que ce sont en fait la strate supérieure parmi les Shudras. Donc, on va maintenant venir au contexte historique qui nous intéresse. Donc, au Bengale, en fait, et même particulièrement en Inde,
les Britanniques sont arrivés par le biais d'une compagnie marchande, l'East India Company, au XVIIe siècle. Ils sont présents au Bengale depuis vraiment 1690, avec la fondation du Fort William. Et c'est vraiment dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle que des événements en fait, précipitent la prise de pouvoir des Britanniques au Bengale, avec tout d'abord la bataille de Plassey, qui a opposé la compagnie en 1757 au Nawab du Bengale. Donc le Nawab, c'est vraiment le représentant de l'autorité moghole au Bengale. Et en 1765, avec la bataille de Buxar, où là, cette fois-ci, la compagnie a été opposée directement à l'empereur moghol. Donc, ces deux batailles furent des victoires de la compagnie. Et suite à la bataille de Buxar en 1765, la compagnie, en fait, s'est vue octroyer le Dewani du Bengale. Donc, le Dewani, c'est vraiment cette charge déléguée par l'empereur moghol qui vise à récolter l'impôt foncier sur toute une province moghole, donc ce qu'on appelle une souba. Le Bengale était une province. Donc, la compagnie, l'East India Company, est devenue chargée de récolter l'impôt sur tout le Bengale. De cette manière, en fait, suite à cela, la compagnie a été très avantagée car c'est une compagnie marchande, mais grâce à ses revenus fonciers, elle a pu équilibrer ses comptes. Grâce à ces revenus-là, ça a assuré une certaine stabilité financière. Toutefois, il y avait un petit problème pour la compagnie, c'est que les revenus fonciers sous l'Empire moghol étaient fluctuants d'une année à l'autre. Donc, ça ne faisait pas les affaires de la compagnie. Et pour cette raison, la compagnie a décidé de refaçonner le système foncier bengali en mettant en place ce qu'on a appelé le Permanent Settlement en 1793. Donc, on va parler un petit peu du Permanent Settlement dans cette introduction, car je considère qu'il est à l'origine d'un nouvel ordre britannique au Bengale. Donc, ce que moi j'appelle nouvel ordre, c'est vraiment les refaçonnements de l'ancien régime moghol, ainsi que l'institution de nouveaux fonctionnements qui créent un nouvel environnement, un nouvel ordre. Et c'est très important, voire même fondamental pour les négociations de caste que je vais étudier avec vous aujourd'hui, parce qu'avec ce nouvel ordre sont venues de nouvelles opportunités. Et c'est ces nouvelles opportunités qui ont vraiment permis de renégocier son statut de caste. Donc, on va étudier ici tout de suite les effets du Permanent Settlement. Donc, le Permanent Settlement refaçonna, comme je vous le disais, le fonctionnement du système foncier bengali, tout d'abord en refaçonnant, en réagençant le rôle des amindars. Donc, les amindars, en fait, eux, étaient chargés de récolter l'impôt foncier sur des parcelles de terre, en fait, qui faisaient partie du Bengale, évidemment. Et grâce, en fait, au Permanent Settlement, les amindars, qui étaient simplement des fonctionnaires auparavant, sont devenus de véritables propriétaires terriens. Donc, dans le sens où ils avaient la propriété à perpétuité de la terre de manière inaliénable, donc ils pouvaient transmettre à leurs héritiers, et avec des loyers fixes. Donc, ces loyers fixes, ça permettait déjà à la compagnie d'avoir cette stabilité financière, mais en contrepartie, la compagnie, elle, exigeait une remise de l'impôt en temps et en heure. Si ce n'était pas fait en temps et en heure, la compagnie exigeait de mettre en vente les terres aux enchères. Donc, ça a créé quelque chose d'inédit pour l'Inde, voire de manière générale pour le sous-continent asiatique. C'était un marché de la terre. Pour la première fois en Inde, il y avait un marché de la terre et ça donnait l'opportunité donc aux Indiens d'acquérir des propriétés terriennes, ce qui n'a jamais été le cas auparavant. Et de cette manière, en fait, les refaçonnements créés par la compagnie avec le Permanent Settlement étaient à l'origine d'un nouvel ordre foncier au Bengale. Donc, ce nouvel ordre foncier est évidemment parti de ce nouvel ordre britannique que j'évoquais tout à l'heure. Et ce Permanent Settlement eut donc pour conséquence, au tournant du 19e siècle, de faire changer de main près de 45% des propriétés terriennes. Et en fait, ces propriétés terriennes ont changé de main car des administrateurs falsifièrent les documents administratifs, les registres fonciers, pour justement mettre les amindars en situation de défaut de paiement et les forcer à mettre leurs terres en vente aux enchères. Alors moi, j'ai pu remarquer que ces administrateurs donc, étaient soit dans l'administration de la compagnie, soit directement employés par les amindars, et majoritairement, en fait, c'était des membres de la Jati des Kayasthas. Donc les Kayasthas, ce sont en fait c'est une Jati vouée à l'exercice des professions scribales. Donc c'est-à-dire que c'était des clercs ou justement des scribes dans l'administration. Et c'est désigné
par le terme bengali avec d'origine sanskrite, le terme de Kerani. Donc, dans la littérature, on voit marqué Kerani. En tamoul, vous verrez le terme de Karanam. C'est vraiment la même racine. Et de cette manière-là, en fait, ces kayasthas ont donc pu acquérir des amindari, des propriétés terriennes. Le permanent settlement permettait aussi aux amindars, qui étaient vraiment maintenant des propriétaires terriens, de se détacher aussi physiquement de leurs terres, parce qu'ils n'avaient plus obligation de veiller à la récolte de l'impôt foncier. Ils étaient propriétaires, ils pouvaient rester des amindars sans être présents sur leurs terres. Donc de cette manière-là, les amindars ont eu l'opportunité de se déplacer à Calcutta. Donc on constate un certain exode rural des amindars qui s'installent à Calcutta pour saisir les nouvelles opportunités que Calcutta, en tant que capitale des possessions britanniques en Inde, présentait. Et donc on remarque ça, et ces opportunités en fait ouvertes à Calcutta ont permis l'émergence d'une nouvelle élite. Donc cette élite comprenait évidemment des amindars qui avaient justement cette capacité de s'enrichir grâce à leur propriété terrienne. Et cette élite, comme on va le voir un peu dans ma première partie de la présentation, était composée essentiellement des castes de Brahman, Vaidya et donc forcément de Kayastha. Donc, au niveau historiographique, cette élite en fait, a été étudiée principalement par le biais de sources britanniques, donc des sources en langue anglaise, qui disaient que cette élite était un bloc monolithique composé essentiellement de hautes castes, donc comme je vous le disais, des castes qui avaient le droit d'accéder aux textes sacrés. Toutefois, en fait, ces histoires même, ont le défaut de considérer les Kayasthas donc comme des hautes castes, alors que ce n'était pas le cas. Et un historien, en fait, un historien bengali du nom de Hitesh Ranjol Sonyal, a étudié, lui, à la fin du 19e siècle, les mobilités de castes, notamment une caste de Teli. Donc les Teli, ce sont une jati de presseurs d'huile. Et à la fin du 19e siècle, ces Teli, une partie d'entre eux, ont renégocié en fait, leur statut de caste. Et Sanyal a montré que l'acquisition de propriétés terriennes a joué un rôle décisif dans ces mobilités de caste. Et de ce fait-là, moi, ça m'a poussé en fait, à questionner le statut des Kayasthas, en fait, le rôle de cette acquisition de propriétés terriennes, parce que les Kayasthas n'étaient pas des hautes castes, et pourtant, ils acquièrent des propriétés terriennes. Donc, légitimement, en fait, je me suis posé la question de leur mobilité de caste. Donc, les mobilités de caste des Kayasthas ont été étudiées en partie par l'historien Hayden Belenois, qui les a étudiées à partir des années 1860-70. Mais Hayden Belenois, en fait, a le gros défaut de s'appuyer essentiellement sur des sources britanniques et notamment des sources judiciaires, des sources donc tirées des procès menés par les Anglais. Et Hayden Belenois considère que les Kayasthas ont commencé à renégocier leur statut de caste uniquement à partir des années 1860, 1870. Mais moi, je considère que les Kayasthas, en fait, n'ont pas attendu que les Britanniques s'intéressent à leur statut de caste pour eux-mêmes renégocier leur statut de caste. Je pense qu'il faut quand même leur rendre leur agency, leur capacité d'action. Et moi, je considère justement que les Kayasthas, déjà au tournant du 19e siècle, en acquérant des propriétés terriennes, commençaient déjà à mener leur négociation de caste. Et c'est la raison pour laquelle on va justement maintenant étudier l'émergence de cette nouvelle élite, et je vais me baser en grande partie sur des sources en langue vernaculaire et évidemment, bien sûr, des sources en langue anglaise, parce qu'il ne faut pas nier quand même le rapport et puis la pertinence de certaines sources. Donc c'est pour ça que maintenant, on va voir la formation de cette nouvelle élite, donc les Broadfollow, on va voir justement comment ça marche, et justement, en fait, les Amindars dont je vous parlais tout à l'heure sont arrivés à Calcutta et se retrouvèrent au milieu de toute une foule d'Indiens qui cherchaient eux aussi à saisir les opportunités offertes par la présence britannique, les opportunités ouvertes par les activités de la compagnie. Donc, on avait des Banyas, des Pandits et des Dubrashi notamment, qui étaient très présents et très mobilisés par la compagnie. Donc, les Dubrashi, comme leur nom l'indique, Dubrasha, de langue, c'est des interprètes. Les Banyas, eux, étaient en fait des Indiens qui participaient aux activités commerciales de la compagnie
en mobilisant leur réseau ainsi que leurs capitaux. Donc, cette participation des Banya a fait d'eux, en fait, des architectes, des artisans dans la construction d'un nouvel ordre économique au Bengale. Et les Pandits, eux, ce sont en fait des savants des textes sacrés hindous, ce sont des personnes qui sont capables d'interpréter ces textes et de donner un jugement pertinent. Et de cette manière-là, en fait, les Britanniques, eux, ont cherché, au tournant du 19e siècle, à réguler les comportements de la population appartenant à la religion hindoue, et se sont donc appuyés sur la participation de ces pandits. On en a une illustration avec la création d'un code de loi par les Britanniques, donc, auquel a participé William Jones, Henry Thomas Colebrook et des pandits tels que Jagannath Tarkapanchannam, donc, qui ont participé à la création de ce code de loi publié en 1801 sous le nom de, comme je vous l'ai écrit ici, Bebada Branga Gadnava. Donc, ce texte de loi permettait aux Britanniques, en tout cas c'est ce qu'ils estimaient, de juger légitimement les comportements des Bengalis appartenant à la religion hindoue. Moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que ce code de loi s'inspirait énormément des Manusmriti, donc des lois de Manu, et les prenait même en référence centrale pour juger les comportements. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce code de loi, on peut constater que le gouvernement britannique, par le biais de la compagnie, faisait en fait des lois de Manu et donc du système de castes, parce que ces lois de Manu, c'est vraiment cette division en 4 castes de la société, le prisme à travers lequel la société bengali était comprise et régulée par le pouvoir britannique. Donc ça, c'est intéressant pour moi, pour mon histoire, car de cette manière-là, vu que les Britanniques s'intéressent au système de castes, ça devient quelque chose de très visible dans les sources. Notamment ici, je vous donne un exemple. On a un statut de caste qui est mentionné par le botaniste Francis Buchanan. Donc, Francis Buchanan avait été missionné par la compagnie pour mener un recensement du Bengale dans les années 1810. Et lui, en fait, cherchait à savoir les occupations, les différentes professions des Bengalis, cherchait à savoir où est-ce qu'ils habitaient. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne lui avait pas été demandé, mais il mentionna le statut de caste des individus qu'il a recensés. Et ce que j'ai pu constater, c'est que les Kayasthas ont été recensés par Francis Buchanan comme étant des Satshudras. Donc, pour moi, c'est déjà un témoignage de cette reconnaissance par la société bengali que les Kayasthas étaient des Satshudras. Donc ça, c'est important pour ce qui va se passer par la suite, car le nouvel ordre britannique, en fait, présentait à l'ensemble des Indiens qui participaient aux activités de la compagnie des opportunités de se distinguer du reste de la société. Donc, par exemple, les Banyas et même tout le reste des Bengalis qui s'étaient enrichis grâce aux activités commerciales de la compagnie pouvaient donc adopter un mode de vie opulent, par exemple, qui leur permettait justement de se distinguer du reste de la société. On avait aussi des pandits qui avaient été mobilisés par la compagnie pour façonner un nouveau langage bengali, une nouvelle langue standardisée, parce que les Britanniques souhaitaient imprimer en langue bengali, et ce bengali standardisé, en fait, correspondait à un bengali sanscritisé. Donc, un bengali sanscritisé, ce que ça donne, c'est que c'est un bengali beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à écrire, donc beaucoup moins accessible pour le reste de la société. Donc, encore une fois, ceux qui employaient cette langue bengali avaient l'opportunité de se distinguer du reste de la société. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que, en m'appuyant sur la littérature et des historiens qui ont étudié les mobilités de caste, tels que Sanyal ou même Brajadulal Chattopadhyay, en fait, posséder ces marques, donc ce mode de vie opulent ou cette langue bengali sanscritisée en commun avec des individus de haute caste, ça permettait aux Kayasthas en fait, de projeter un statut de haute caste. Donc, ça participait à leur négociation de caste. Donc déjà, en fait, en adoptant ces éléments caractéristiques, on voit, enfin moi je considère en tout cas qu'on voit que les Kayasthas commencent déjà à renégocier leur statut de caste. Mais le nouvel ordre britannique ne présentait pas que ce type d'opportunité pour se distinguer, il y avait aussi l'éducation. Donc ça, c'est un élément fondamental. L'éducation des masses, en fait, de l'ensemble de la société bengali était essentiellement en langue bengali et assurée par les missionnaires. En tout cas, dans les campagnes bengali, c'était les missionnaires. Mais la nouvelle élite, en fait, avait vite compris que la langue anglaise était un enjeu et décida, donc le 20 janvier 1817, de fonder le Hindu College. Donc, le Hindu College est un établissement
réservé exclusivement aux membres de cette nouvelle élite qui enseignaient les sciences et savoirs anglais en langue anglaise. Donc déjà, cette nouvelle élite, en ayant cette éducation, elle se distinguait du reste de la société bengali. Mais en plus, cette éducation ouvrait aux étudiants des opportunités professionnelles complètement exclusives à la nouvelle élite, donc en occupant les postes les plus importants au sein de l'administration de la compagnie, mais en étant aussi, par exemple, directement employés par des agents de la compagnie. Donc ça permettait aussi, de manière assez double, avec l'éducation et avec leur profession, de se distinguer encore une fois du reste de la société bengali. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup en fait, de kayasthas qui étaient étudiants dans cet établissement, et le fait de partager cette éducation anglaise avec d'autres étudiants qui étaient des hautes castes, comme des brahmanes, ça permettait donc aux kayasthas de projeter également un statut de haute caste et donc de renégocier la reconnaissance de leur place au sein de la hiérarchie de caste pour que ce statut soit supérieur à celui de Satshudra. Donc là, on est vraiment au tout début du 19e siècle et on voit justement cette élite qui est en train de se former avec des traits distinctifs acceptés par l'ensemble des historiens, donc qui sont cet enrichissement grâce aux activités de la compagnie, un mode de vie distinct du reste de la société, généralement marqué par l'opulence, et cette éducation anglaise. Et comme je vous le disais, le fait que les kayasthas partagent ces caractéristiques avec des hautes castes, ça leur permettait de renégocier la reconnaissance de leur statut de caste. Toutefois, cette élite, qui était en pleine formation à cette époque-là, avait besoin de démontrer son importance vis-à-vis du reste de la société, car elle était complètement nouvelle, et il fallait que la société reconnaisse en fait leur prééminence. Sinon, ça n'avait aucune pertinence en fait, de dire qu'on est une élite et que derrière la société ne le reconnaît pas. Donc pour ça, moi j'ai consulté une source publiée en 1822, une liste qui a été publiée sous le nom de Respectable and Opulent Natives of the Presidency. Donc cette liste est assez connue, mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, déjà, on parle de Respectable Natives. Donc, c'est en fait, les Respectable Natives, c'est la nouvelle élite. En bengali, le terme de Respectable Natives a été traduit par le terme de Bhodro Lok. Donc, Bhodro, en bengali, ça veut dire respectable, et Lok, c'est les gens. Donc, les gens respectables. Dans la littérature de ces années-là, 1820, on voit aussi émerger le terme de babou pour désigner cette nouvelle élite. Alors au début, c'est un terme un peu péjoratif, mais rapidement, ça devient un terme pas du tout connoté pour parler de cette élite. Et cette liste est très intéressante car on voit les noms des individus qui sont mentionnés, leur profession, mais également leur statut de caste. Donc 23 individus sont mentionnés dans cette liste, et parmi ces 23 individus, 12 étaient des kayasthas. Donc, cette liste permet aux individus de dire qu'ils sont des respectable natives, donc des membres de l'élite. Ça permet déjà de démontrer leur prééminence, mais aussi de montrer tout simplement leur existence. Mais ça permettait aussi aux kayasthas de montrer leur proximité avec les autres membres qui étaient mentionnés, mais qui faisaient partie des hautes castes. Donc, on a une personne, par exemple un brahman, du nom de Baidyanath Mukherjee, qui est mentionné dans cette liste. Donc, les kayasthas affichaient leur proximité avec ces individus-là. Donc, ça leur permettait également de renégocier leur statut de caste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au sein du nouvel ordre britannique, on a en fait des opportunités qui permirent la formation de la nouvelle élite et qui permirent donc également aux kayasthas de renégocier leur statut de caste. Donc, c'est pour ça que je dis que l'anglicisation des kayasthas, leur appartenance à la nouvelle élite, était mêlée à leur négociation de caste. Alors, cette liste, en fait, elle a été publiée par un bengali du nom de Radhakanta Dev. Donc, Radhakanta Dev, c'était un kayastha et il avait plutôt une vision conservatrice de la religion hindoue. Donc, Radhakanta Dev, lui, on voit qu'en fait, il est très partial quand il publie cette liste, car des membres de l'élite, aujourd'hui reconnus comme très importants, tels que Ram Mohan Roy ou Ram Kamal Sen, ne sont pas mentionnés dans cette liste. Et en fait, ils ne sont pas mentionnés vraisemblablement parce qu'ils avaient une vision réformatrice de la religion hindoue. Donc, pas du tout en fait, reconnus par Radhakanta Dev. Et là, on voit en fait, des tensions naissantes au sein de cette élite, et c'est justement en fait, cet affrontement qu'on va étudier maintenant, parce qu'on va aussi voir comment cet affrontement avait notamment permis aux kayasthas
de se façonner un statut de haute caste et même précisément un statut de kshatriya. Donc, on va voir ça maintenant. Justement, en fait, les réformateurs et les conservateurs au sein de la religion hindoue s'affrontaient en fait dans cette période, dans les années 1820. Donc, les conservateurs avaient une conception de la religion hindoue en disant qu'ils voulaient préserver cette religion de toute influence, ingérence étrangère. Les réformateurs, eux, voulaient purifier la religion hindoue de toute pratique qu'ils jugeaient, je cite, idolâtre. Donc, les réformateurs étaient dirigés par Ramon Roy et fondèrent en 1828 le Brahmo Samaj, donc une société en fait, au sein de laquelle tous les réformateurs étaient regroupés. Et les conservateurs, eux, en fait, fondèrent par l'intermédiaire de Radhakanta Dev le Dharma Sabha, donc en 1830. Donc, l'affrontement entre ces deux sociétés se faisait surtout par le biais de publications d'articles qui se répondaient les uns entre les autres. Donc, chez les réformateurs, c'était surtout le journal Shangbad Kaumudi, et chez les conservateurs, c'était surtout le Samachar Chandrika. Donc, ce qui est intéressant, c'est surtout, en fait, en 1829, que ces affrontements se cristallisèrent autour de la question de la légitimité de la pratique de la sati. Donc, la sati, c'est la pratique de la crémation des veuves sur le bûcher funéraire de leur mari. Donc, les conservateurs considéraient que c'est une pratique traditionnelle et interprétèrent un passage du corpus de textes sacrés le plus ancien dans la religion hindoue, le Rig Veda, en disant que ce passage parlait de la sati et disait donc que c'était légitime. Les réformateurs, eux, disaient que cette traduction, cette interprétation n'avait vraiment rien à voir avec la sati, c'était vraiment une abstraction presque sans sens, en fait, et prirent, eux, appui justement sur les manusmriti, en disant que les manusmriti ne légitimaient pas la pratique de la sati parce que les veuves étaient plutôt encouragées à pratiquer l'ascétisme plutôt que la sati. Donc, les Britanniques, eux, prirent la décision, le 4 décembre 1829, d'abolir la pratique de la sati. Donc ça, c'est intéressant pour voir à quel point les Britanniques s'appuyèrent sur les manusmriti pour justement réguler les comportements au sein de la religion hindoue. Donc, ça appuie ce que je disais tout à l'heure. Et ce qui nous intéresse, nous, particulièrement, en fait, c'est le fonctionnement de ces deux sociétés, et notamment le fonctionnement du Dharma Sabha. En fait, le Dharma Sabha, il était dirigé par Radhakanta Dev, comme je vous le disais, et ce qu'on observe, c'est que Radhakanta Dev publiait des décrets religieux, donc des Bebostra, dans lesquels, en fait, il réglementait, il normait les comportements des membres de cette société. Il se servait même du Dharma Sabha comme un tribunal de caste. Donc, grâce au Dharma Sabha, il pouvait carrément excommunier des membres du groupe d'une caste. Et de cette manière-là, en fait, le Dharma Sabha est assimilé à ce qu'on appelle un dal. En fait, les dals, au sein de la religion hindoue, ce sont des groupes au sein duquel les membres partagent une même vision et des mêmes intérêts de la religion hindoue. Donc, ça fait toujours partie de la religion hindoue, les dals, mais c'est vraiment des groupes d'intérêts. Et de cette manière-là, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'affrontement entre le Dharma Sabha et le Brahmo Samaj est vu par quelque chose d'assez traditionnel au Bengale, ce qu'on appelle la guerre des Dals, donc le Dola-Doli. Donc, suite en fait, à cette considération du Dharma Sabha comme un Dal, on peut voir que Radhakanta Dev, en étant le chef du Dharma Sabha, est assimilé à ce qu'on appelle un Dolapati, donc le chef d'un Dal. Et suite à cela, en fait, Radhakanta Dev, en étant assimilé à un Dalapati, est assimilé à ce qu'on appelle aussi un protecteur de la religion hindoue, un gardien des pratiques traditionnelles, ce qui l'assimile donc en fait au Varna des Kshatriyas. Donc, Radhakanta Dev, un Kayasta assimilé à des Kshatriyas, et donc le reste des Kayastas, eux, peuvent s'appuyer sur cette considération pour dire que eux aussi, justement, ce sont des Kshatriyas, vu que ce sont des Kayastas. Et on va voir maintenant comment les Kayastas se façonnaient ce statut de Kshatriya. Donc moi, quand je suis allé à la National Library de Kolkata, j'ai consulté une source qui s'appelle Kayasta Kaustubh, publiée en 1844, dans lequel l'auteur
revendique que les kayastas, en fait, sont issus de la chair du corps de Brahma, déjà. Donc, notamment, ils justifient ça en disant que kaya, ça veut dire chair en sanskrit, et ils disent ensuite que leur prérogative, en fait, c'est de prendre la place des autres varnas, des varnas manquantes, en fait, localement. Donc, au Bengale, comme on le disait, il manque des Vaishyas et des Kshatriyas, donc eux seraient tout à fait légitimes à être des Kshatriyas. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, on a une sorte de 5e varna qui est créé ici. Alors, la question de la pertinence, hein, moi, ce n'est pas mon rôle de la poser. On a aussi dans cet ouvrage la mention que les Kayastas faisaient partie du lignage d'un roi bengali assez ancien, Chitragupta. Donc, c'était un roi, donc forcément un kshatriya, et eux se revendiquent comme ses descendants. Donc, ça appuie aussi leur revendication à être considérés comme des kshatriyas. On a aussi cette idée que les Kayastas, puisqu'ils occupent l'essentiel des postes de clercs, de scribes, qui sont des Kerani, en fait, l'auteur fait les rapprochements en disant que lui a trouvé une équivalence entre le terme de Kerani et un terme sanskrit qui veut dire, moi, c'est ma traduction, hein, supérieur au travailleur. En fait, cette idée de chef, le terme sanskrit, c'est Odi Kormokripto. Donc, c'est cette idée que ce sont vraiment les supérieurs aux travailleurs, les chefs qui surveillent. Et de cette manière-là, les Kayastas seraient donc des Kshatriyas. Ils sont dans cette fonction de supervision. Donc, cet ouvrage, en fait, publié en 1844, témoigne des négociations qui étaient en train d'être menées par les Kayastas pour se façonner et se faire reconnaître un statut de Kshatriya. Alors, toutefois, hein, ils ont beau publier des livres, ce n'est pas pour autant qu'ils sont reconnus comme des kshatriyas par la société bengali. Voire même, ils ont besoin, en fait, de faire la démonstration publique, de démontrer à la société dans son ensemble qu'ils sont des hautes castes au moins, et ensuite des kshatriyas. Et c'est ce qui se passe au Sanskrit College. Donc, le Sanskrit College a été fondé en 1824. Il partageait les locaux du Hindu College. Mais, contrairement au Hindu College, vu qu'il s'agissait d'apprendre le sanskrit, les critères d'admissibilité étaient beaucoup plus restrictifs que ceux pratiqués au Hindu College. Il s'agissait justement de n'autoriser que les hautes castes à apprendre le sanskrit. Donc, on a un Britannique, en fait, qui observe la fondation du Sanskrit College, donc c'est Charles Grant, qui observe ça et dit « les Kayastas ne sont pas autorisés à rentrer au Sanskrit College ». Car ce n'étaient pas des hautes castes. Donc, ça appuie ce que je disais depuis le début. Hein. Les Kayastas n'étaient pas reconnus comme des hautes castes, mais il se passe quelque chose en fait, de très intéressant dans l'année scolaire 1846-1847. En fait, moi, j'ai consulté le registre des inscriptions au Sanskrit College, donc à la British Library, et j'ai trouvé en fait cette mention que vous voyez en bas à gauche, en fait très particulière, où justement, en fait, c'est juste là où les brahmanes, donc, on a leur nombre qui est mentionné, donc ils sont forcément admissibles. Les Vaidya, eux aussi, leur nombre est mentionné, ils sont admissibles. Mais les Kayastas, eux, sont mentionnés explicitement comme inadmissibles au Sanskrit College. Alors, pour toutes les années précédentes, ce tableau n'était pas présent. Et moi, je considère que la mention de cette inadmissibilité, en fait, ça témoignait de la force des revendications des Kayastas. Sinon, pourquoi est-il nécessaire de le mentionner? Et je considère même, alors ça c'est mon hypothèse, hein, je considère que c'est carrément une réaction à la publication du Kayasta Koustra, dans lequel il se revendique kshatriya, haute caste, donc capable légitimement d'apprendre le sanskrit. Donc moi, ça c'est mon hypothèse, et justement, cette mention de leur inadmissibilité témoignerait encore une fois de leur revendication. Alors en 1841, il y a un petit changement. Le directeur du Sanskrit College, donc Vidyasagar, reconnaît que les Kayastas peuvent être admis au Sanskrit College. Mais, je vous cite le passage ici, il dit « Exclusion of the other orders of Shudras at present in that day, as a body, are wanting in respectability and stand lower in the scale of social consideration. » Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il dit, en parlant des Kayastas, « other orders of Shudras ». Donc, il les considère comme des Shudras. Donc, en fait, il reconnaît que les Kayastas
peuvent être admis au Sanskrit College, mais ne leur reconnaît pas pour autant le statut de haute caste. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, de cette manière-là, il leur dit qu'ils ont beau apprendre le sanskrit, ce ne seront pas pour autant des hautes castes. Donc, pourtant, c'est ce que, d'après moi, cherchaient à faire les Kayasthas. Et finalement, en 1854, Vidyasagar admet tous les Bengalis au Sanskrit College, même les Shudras. Donc, pour les Kayasthas, cette admission au Sanskrit College n'a pas vraiment de valeur, excepté le fait de leur donner le droit d'accéder aux textes sacrés et donc de consulter ces textes pour eux-mêmes se façonner un statut de haute caste. Ils ont accès à plus de ressources de manière légitime, mais ce ne sont pas pour autant des hautes castes. Et en fait, les Kayasthas devaient, comme je vous le disais, obtenir la reconnaissance de la société bengali, et pour ça, le nouvel ordre britannique présentait un certain nombre de nouvelles opportunités qu'on va étudier maintenant. Donc, il y avait notamment des opportunités via le système juridique. Donc, c'est ce que je vous disais qu'a étudié Hayden Belenoir. Donc, moi, j'ai consulté aussi ces sources personnellement, et on voit en 1860, par exemple, un procès qui a lieu concernant la possibilité de transmettre pour les Kayasthas leur héritage à un enfant illégitime. Donc, le juge de cette affaire, Habibullah, considère que cette transmission de l'héritage à un enfant illégitime est pratiquée seulement parmi les Shudras. Et Habibullah observe que les Kayasthas ne pratiquent pas du tout cette transmission de l'héritage à un enfant illégitime et affirme donc que les Kayasthas étaient des hautes castes. Donc là, c'est très intéressant pour les Kayasthas parce que de ce fait-là, ils sont reconnus par le système judiciaire britannique, donc avec un jugement avec le sceau de la compagnie, enfin, pas de la compagnie, ici, du gouvernement de la couronne britannique, vous êtes des hautes castes. Donc, ça, c'est intéressant pour eux. Toutefois, on voit par la suite qu'en fait, ce statut de haute caste était contesté par les pandits bengalis. Donc, on a le pandit Lal Mohan Vidyanidhi qui dit que les Kayasthas, oui, sont bien voués à servir les hautes castes via leur profession scribale, via leur capacité justement à tenir des comptes, à tenir des registres, à tenir des ouvrages simplement, mais ça ne faisait pas pour autant d'eux des hautes castes. Et même Lal Mohan Vidyanidhi utilise les propos d'un pandit très reconnu à l'époque, Rajendra Lala Mitra, qui dit lui-même que les Kayasthas utilisaient un sloka très étrange, très controversé, pour appuyer leur revendication à être considérés comme des kshatriyas. Et en fait, Mitra reconnaît que, d'après lui, ce sloka en fait, était fabriqué de toutes pièces. Il n'était même pas retrouvable dans les textes sacrés. Et finalement, en 1884, un nouveau procès eut lieu entre Rajkumar Lal et Viseshwar. Et dans ce procès, en fait, on remarque que les Kayasthas sont régionalisés. En fait, leur statut de caste de même. C'est-à-dire que les Kayasthas du Bihar, donc le Bihar, c'est une région voisine limitrophe du Bengale, sont reconnus comme des hautes castes, mais les Kayasthas du Bengale, eux, sont reconnus, d'après ce jugement, comme des Satshudras. Donc finalement, pour les Kayasthas, c'est retour à la case départ, c'est retour à une considération comme étant des Satshudras, donc forcément des Shudras. Toutefois, le nouvel ordre britannique présentait également d'autres opportunités de démontrer publiquement son statut de caste, et une de ces opportunités, ce sont les recensements décennaux. Donc, à partir de 1871, le gouvernement britannique recense la population, l'ensemble de la population indienne tous les 10 ans. Et on constate au Bengale, en 1881, que les castes des individus sont recensés par justement les agents du gouvernement britannique, et les Kayasthas sont mentionnés simplement comme des clercs, des scribes, donc des Kerani, et seuls les Rajputs du Bengale sont mentionnés comme étant des Kshatriyas. En 1891, les choses changent un petit peu. Le recenseur cherche cette fois-ci à établir une division hiérarchique de la société, donc une classification des castes, et affirme que les Kayasthas étaient des Satshudras. Mais l'auteur dit aussi, il observe que les Kayasthas menaient des stratégies, en fait, visant à obtenir le statut de Kshatriya. Donc cette fois-ci, elles sont bien observées par le pouvoir britannique. Et la même année, en fait, un agent
un haut fonctionnaire britannique du nom de Herbert Hope Risley publia un ouvrage parallèle en fait au recensement du Bengale sous le nom de Tribes and Castes of Bengal. Alors cet ouvrage n'a pas été utilisé directement par le pouvoir britannique, car il utilisait une discipline encore un petit peu controversée à cette époque, la discipline anthropométrique. Donc l'anthropométrie, en fait, c'est diviser l'humanité en fait en fonction de caractéristiques physiques qui les plaçaient dans des cases raciales, en fait, avec cette idée qu'il y avait forcément une hiérarchie des races. Les Kayasthas, eux, d'après Risley, qui a donc mesuré leurs traits physiques, considéraient que les Kayasthas avaient des traits qui les associaient aux hautes castes. D'après lui, les Kayasthas étaient donc au moins des Vaishyas, les plus bas parmi les hautes castes, et étaient même potentiellement des Kshatriyas. Donc là, pour les Kayasthas, ça représente quelque chose d'assez important parce que ça leur permet, par le biais d'une observation, d'une affirmation d'un haut fonctionnaire britannique, de se faire reconnaître officiellement leur statut de haute caste. En 1899, ils publièrent un autre ouvrage dans lequel ils affirment appartenir aux Kshatriyas. Et finalement, en 1926, ça y est, les Kayasthas obtiennent la reconnaissance officielle de leur statut de Kshatriya, même les Kayasthas du Bengale, par le biais d'un procès qui a eu lieu à la haute cour de Patna, donc opposant Ishpali Prasad à Rai Prasad, et qui affirme que les Kayasthas étaient cette fois-ci, peu importe leur origine géographique, des Kshatriyas. Donc, aujourd'hui, en fait, pour conclure, ce que je vous ai montré, ce que j'ai souhaité vous raconter, c'est que dans un premier temps, les opportunités qui permirent la formation des Brodrologues permirent également aux Kayasthas de renégocier leur statut de caste. Donc, c'est ce que je vous disais, leur anglicisation, qui leur permettait de faire partie des Brodrologues, leur a également permis, déjà dans un premier temps, de renégocier leur statut de caste. Ensuite, ils profitèrent de leur appartenance aux Brodrologues pour se façonner un statut de haute caste, un statut de Kshatriya, et ces négociations, pour moi, s'insérèrent en fait dans une méthode traditionnelle, entre guillemets, dont moi j'ai trouvé la mention dans un ouvrage que j'ai consulté à la National Library de Kolkata, qui s'appelle Shambhondo Nirnoy. Donc Shambhondo Nirnoy, en fait, ça veut tout simplement dire à propos des divisions sociales, en quelque sorte, qui a été publié en 1887. Donc, cette méthode, en fait, est une méthode en 4 étapes qui permet, théoriquement, d'après l'auteur qui était un pandit, de renégocier son statut de caste. Première étape, il s'agit d'intégrer un sampradaya, une secte. Deuxième étape, il faut rassembler des preuves shastriques, c'est-à-dire des preuves dans les textes sacrés de ses revendications pour les légitimer. Il faut ensuite faire la démonstration publique de sa revendication pour qu'elle soit acceptée par la société qui donne ensuite un jugement de caste qui appuie les revendications. Donc, moi, je considère que les comportements des Kayasthas, en fait, correspondent à cette méthode parce que dans un premier temps, en fait, un Sampradaya, c'est une secte dans la religion hindoue qu'on peut considérer comme une sécession sociale et pas comme une sécession religieuse. C'est-à-dire que les individus, les membres de la secte, se mettent à l'écart de la société locale pour, en fait, acquérir de nouveaux éléments. L'historien Shekhar Bandyopadhyay a étudié, par exemple, la secte de Namashudra et a montré leur mobilité de caste, leur négociation, en disant que, justement, le moment où les Namashudra ont fondé leur secte correspondait au moment où les Namashudra ont acquis des propriétés terriennes, ont changé de profession, ont adopté un mode de vie beaucoup plus prestigieux, se sont enrichis. Et pour moi, ça correspond au moment où les Kayasthas, en fait, sont devenus des Brodrologues. Donc, ça correspond à la première partie de ma présentation. Deuxième étape, rassembler des preuves shastriques de sa revendication. Pour moi, ça correspond à ce que je vous ai montré tout à l'heure avec l'ouvrage Kayastha Kaustuv, où justement, ils vont chercher des slokas, des passages des textes sacrés pour se façonner ce statut de Kshatriya. Troisième étape, montrer ses revendications à la population. Alors là, c'est le moment où justement les Kayasthas publient ce livre, le rendent public.
c'est le moment où publiquement ils revendiquent être admissibles au Sanskrit College. Donc, pour moi, c'est ce moment où ça correspond. Et finalement, le jugement de caste, pour moi, ça correspond au moment où les kayasthas obtiennent des jugements judiciaires, légaux, vis-à-vis de leur statut de caste, le moment où les recensements les classent parmi des hautes castes. Donc, c'est aussi un moyen d'obtenir l'affirmation, la reconnaissance de leur statut de haute caste. Et pour moi, justement, le fait que les comportements des kayasthas puissent être replacés dans cette méthode, ça ajoute en fait à la vérisimilitude des négociations de caste que j'étudie et qui sont menées par les kayasthas. Aujourd'hui, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que justement, pour moi, le statut de classe a permis aux kayasthas de renégocier leur statut de caste. Et en cela, ça va un petit peu à l'inverse de ce que dit Max Weber, hein, qui dit que la caste permet de négocier son statut de classe. Alors moi, je ne dis pas que Max Weber a tort, hein, bien au contraire, je dis justement que cette flèche à sens unique qui va de la caste à la classe pourrait peut-être être plutôt une flèche à double sens. Alors aujourd'hui, l'histoire que je vous ai racontée, pour moi, elle questionne les idéologies derrière l'équivalence entre l'appartenance au Brodrolog et l'appartenance aux hautes castes. Et cette histoire, en fait, questionne aussi, est un peu au carrefour des disciplines sociologiques, historiques, anthropologiques, par rapport au rôle joué par la caste, les mobilités de caste dans le fonctionnement de la société indienne, particulièrement ici de la société bengali. Et cette histoire, en fait, du façonnement des Brodrolog et du rôle joué par les mobilités de caste au XIXe siècle est encore à faire. Alors moi, j'essaie d'y participer un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Oui, merci infiniment. C'est une présentation hyper intéressante. Il nous ramène 2 siècles en arrière, un peu plus. Alors, on peut ouvrir aux questions. Peut-être commencer par Carole et Laetitia, et puis après des questions du public en ligne, à distance. C'est fascinant, merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses, mais j'étais curieuse sur les arguments du jugement des partenaires. Et quels sont les arguments du juge? Est-ce qu'il s'est basé sur la jurisprudence précédente et a répété un peu des arguments qui étaient présentés auparavant? Puis une petite remarque, oui, bien sûr, les statuts de classe permettent de renégocier les statuts de classe, mais leur entêtement à prouver les 4 étapes montrent combien c'était important d'avoir un statut de classe, comment c'était vraiment pertinent malgré tous les acquis des classes qu'ils avaient. Finalement, pourquoi ils avaient besoin tellement de ce étiquette kshatriya, quelle est justement l'implication d'avoir un statut de kshatriya, qu'est-ce que ça change vraiment? Et puis, s'il y a quelques données sur la réaction, soit dans les journaux, dans les publications, dans les archives, des réactions des brahmanes à tout ça. Oui. Alors, le jugement de Patna, c'est surtout justement cette jurisprudence. En fait, ils ont repris le jugement de 1884 et on dit, en gros, hein, vous n'avez pas bien compris, il n'y a pas à régionaliser les kayasthas parce que ce sont de toute façon des Kerani. Alors, dans tous les cas, on les reconnaît comme des kshatriyas. En fait, même si en 1884, en fait, l'auteur, le juge, a dit que les kayasthas du Bengale avaient cette particularité de s'être beaucoup mélangés avec des musulmans. En fait, ils avaient un mode de vie très islamisé qui faisait que, d'après lui, ils n'étaient pas assez purs pour être reconnus comme des kshatriyas, donc c'est ce qui a légitimé son jugement. Et en 1926, finalement, le juge était en fait un kayastha qui a dit, bon, au final, tous les kayasthas, vous êtes des kshatriyas, il n'y a pas de problème. Et finalement, cette réaction des brahmanes, en fait, a été un petit peu, en 1926, éclipsée par le fait que les Britanniques, eux, se sont tournés vers justement les masses en leur donnant les possibilités de s'éduquer à l'anglaise, en leur donnant les possibilités d'étudier au Sanskrit College. Et de ce fait-là, en fait, les brahmanes ont préféré, en quelque sorte, limiter la caste, admettre les kayasthas comme des hautes castes et finalement les mettre dans leur camp face au reste de la population qui, eux, acquéraient l'éducation anglaise, fondaient des temples un petit peu à leur mode concurrentiel des brahmanes, ce qui faisait qu'en fait, on avait une société polarisée entre les masses bengalis et les hautes castes qui s'affrontaient en fait sur les textes, sur leur interprétation, et les brahmanes ont préféré en fait s'allier au kayastha, faire un bloc
brodrolok contre le reste de la société et profiter de leurs avantages pour justement laisser la société bengali de côté et les reléguer en fait au rang inférieur de la hiérarchie de caste. En fait, on a vraiment un bloc qui se forme au XXe siècle, surtout avec la politique, en fait, avec le Congrès et tout ça, l'importance du politique, où justement les masses commencent à acquérir cette possibilité de revendiquer des choses et de les faire accepter par le pouvoir britannique. Et de cette manière-là, en fait, les brahmanes ont préféré s'allier au Kayastha, tout simplement. Enfin, moi, c'est ce que je remarque. On a vraiment un changement de paradigme avec l'arrivée de la politique dans les années 1885, qui justifie d'ailleurs pourquoi moi j'arrête mon étude et ma thèse à cette année-là, parce que vraiment beaucoup de choses sont bouleversées, les équilibres sociaux sont complètement renversés avec la politique et justement le poids démographique des individus qui devient de plus en plus légitime à revendiquer des choses et à être fait reconnaître par le pouvoir britannique. Si je peux me permettre, toujours sur la question de Clara, il semble qu'il y a une incidence, le statut du juge, te dit que le dernier jugement où ils sont reconnus comme des hautes castes, c'était un Kayastha lui-même, en 1864. Je crois, quand ils ont aussi été reconnus comme des hautes castes, c'était un musulman, là, c'était le juge. Oui, complètement. Alors là, pour le jugement de Habibullah, en fait, c'était vraiment cette particularité de prendre la pratique de la transmission de l'héritage à un enfant illégitime qui a permis au Kayastha de dire « mais nous, on est des hautes castes, en fait, vu qu'on ne pratique pas ça, on est des hautes castes ». Mais c'est vraiment une pratique très particulière, et sur le reste des pratiques, en fait, les Kayasthas n'étaient pas du tout, n'avaient pas des pratiques identiques à celles des hautes castes, et c'est vraiment cette exception qui a permis au Kayastha d'en faire une règle. Et c'est pour ça que ça a duré très longtemps. Ça a duré une vingtaine d'années, et finalement, en 1884, là, les Kayasthas du Bengale ont été considérés comme finalement des Sakshotra. Parce que c'était ici, il me semblait, la pratique, en fait, de transmettre l'héritage à un enfant adoptif. Là, c'était complètement différent. Et cette fois-ci, c'était une pratique différente, exceptionnelle aussi, mais les Kayasthas avaient justement quelque chose de similaire au Shudra, en fait. Et de cette manière-là, en fait, nouvelle exception qui, cette fois-ci, est en défaveur des Kayasthas. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant, et j'ai oublié de répondre à ta question concernant le rôle de la caste. En fait, pourquoi est-ce qu'il est important pour eux d'avoir ce statut de Kshatriya? Moi, mon hypothèse, c'est qu'en fait, pour les Kayasthas, c'est intéressant d'être un Brodrolok, mais ce n'est pas suffisant. En fait, il y a une certaine discordance entre le statut de classe et le statut de caste qui les met un peu dans l'embarras, en fait. Parce que les Kayasthas, eux, font partie des Brodrolok, ils ne peuvent pas aller au Sanskrit College, ils peuvent pas, il y a les textes sacrés, et pour eux, du coup, ça délégitime leur volonté, leur revendication à être au sommet de la société. Parce que les Brodrolok étaient au sommet de la société bengali, mais les Kayasthas étaient des basses castes. Donc, il n'y avait aucune légitimité à être au sommet de la société. Donc, eux voulaient justement rééquilibrer ces deux statuts pour qu'ils soient légitimes à être au sommet, en fait, simplement de la société bengali. Je pense que... Est-ce que je peux relancer de cette cours? Je pensais aux aspects possibles de retombées rituelles de ces affaires. Par exemple, dans les grands festivals, est-ce qu'on va être kshatriya, déjà changer complètement la donne, pour être commissionné dans un sacrifice? Je ne connais pas très bien. Complètement. En fait, le statut de kshatriya, en fait, ça a une dénomination particulière dans les rituels, notamment les pujo, où là, le brahman, en fait, dit souvent, vous êtes, en fait, il dit à l'ensemble des personnes qui pratiquent ce rituel, il le désigne par le terme de das, en fait, vous êtes des servants de Dieu, peu importe votre origine sociale, mais les Kayasthas, eux, disaient, non, nous, en fait, on est ce qu'on appelle en bengali Rajonno Borgo. Ça veut dire qu'on fait partie d'un lignage royal. Vous n'avez pas le droit de nous appeler das, en fait, parce que das, c'est assimilé au Shudra, c'est ce côté serviteur, servant. Et eux, les Kayasthas, disaient non, nous sommes des Rajonno Borgo, on fait partie d'un lignage royal, vous ne pouvez pas nous appeler das. Donc ça, c'est une des implications au niveau rituel. Ils ne voulaient pas en fait être assimilés à des serviteurs. Et ça, on le retrouve dans des revendications où justement, nous sommes de lignage royal. Donc, interdiction
nous appeler Das, même si encore aujourd'hui, hein, dans des rituels, beaucoup de Kayasthas se font appeler serviteurs Das, parce qu'en fait, c'est la pratique qui veut ça. Seul le Brahman, en fait, est un peu plus haut que les autres, mais le reste, vous êtes des serviteurs de Dieu, quoi, hein. Et eux, justement, le prenaient très mal. Ce côté, nous sommes des serviteurs, alors qu'ils se revendiquaient justement de l'image royale. C'est fascinant. Est-ce qu'il y aurait des questions parmi nos participants virtuels? Non, j'aurais peut-être une question pour Dushyant, excusez-moi. Oui. S'il vous plaît, est-ce que je peux poser ma question en anglais pour être plus précise? Sure. Okay. Did this, the situation of the Kayastha, how did it evolve in other provinces, like in Uttar Pradesh or elsewhere? Because this is not my field, but I remember when Shastri died, Lal Bahadur Shastri, the prime minister after Nehru, that I remember reading in an obituary that he was born a Kayast, and that at that time the Kayas were considered a low caste, and there was even like a saying that the only good Kayast is a dead Kayast. So I was wondering how did this evolve in other provinces, while in Bengal, where the British came and established, they had this movement into Bhadralok. Yes, of course. There is many disparities in India concerning the Kayastha status. So in Bihar, they're considered typically as twice born, high caste. In Uttar Pradesh, they are quite different because this is not the same original myth. In Bengal, they are considered as descendants from Kayasthas coming from Kannauj, whereas in Uttar Pradesh, they have another original myth, so they are not considered typically as twice born because they link themselves, they relate themselves to the figure of the Kerani, the Karanam. So you can find other Kayasthas in, for example, South India, and where they are called Karanam. And those castes are considered typically as low caste because they use ink. They have a relation with ink which is considered impure, and by that relation they are considered as low caste. But I have read sources like Lucy Carroll, who talks about Kayasthas in South India, and she shows that, for example, with the crowning of the king Shivaji also, Kayasthas were involved in the legitimating of Shivaji's Kshatriya status, because Shivaji was not a Kshatriya originally, and Kayasthas are involved because Brahmin didn't want to recognize their Shivaji's figure, the high caste status, and Shivaji told to Kayasthas, if you crown me, I will recognize that you are Kshatriya. And there is those rituals where Kayasthas are involved in this crowning and are said to be, therefore, Kshatriya. But what is really interesting is that this status does not come along with the same ceremony that which is practiced by Brahmin and everything, the ceremonies for the twice-born status. It's another mantra that they use. It's a mantra related to Shiva, and it's a mantra that is only recognized in South India and particularly by Shivaji. So everywhere, actually, Kayastha status is contested, has been contested, was contested, and is still contested today. Even in Bengal, you can see many Kayasthas claiming they are Kshatriyas, but actually their behavior shows some remnants of their Shudra status. For example, Kayastha have a 30-day mourning period.
And this 30-day mourning period is characteristics of low caste. Because, for example, if I remember well, Brahmin have like 10 to 13 days mourning period, and Kayasthas have still a 30-day mourning period in Bengal. So this is an evidence, I think, of 2 days still Kayastha are recognized, have practices that relate them to Shudra. So these are some evidence that they have not entirely been able to fashion themselves as Kshatriyas, and I think they cannot claim today, well, we'll change our practice and say we have a 13-day mourning period, because that would completely show to everyone that they are negotiating the status, and then that would mean they are not Kshatriyas. Whereas today, many people say, well, Kayasthas are Kshatriyas. But if they do that, everybody would know that they are not Kshatriyas, actually. So there are still some remnants of this contested high caste status. Je trouve ça fascinant, moi, cette identité de caste qui se déploie de façon radicalement différente selon les régions, même avec des mythes de fondation qui peuvent être différents. Complètement. Moi ce mythe-là, on est originaire de la chair de Brahma, je l'ai retrouvé que au Bengale. Et on voit, enfin, moi je considère que c'est fabriqué parce que ça fait une sorte de 5e Varna qui est nulle part mentionné, en tout cas dans les manuscrits. Pour moi, ça déjà, c'est une petite trace en fait de cette fabrication. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de le mentionner. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en fait dans les sources anglaises ou quoi que ce soit, parce que ça ne les intéressait pas. C'est pas le couronnement du roi par des kshatriyas, c'est quand même incroyable. C'est aussi Carole a étudié comment ça se fait, parce que c'est comme les rois étaient vraiment traditionnellement consacrés par les brahmanes, et puis c'est pas considéré par des kshatriyas, par qui sont faits par Kalsa. C'est quand même un cas assez unique et super intéressant. C'est l'auteur Lucy Carroll dans son ouvrage Scribal Households qui étudie justement en fait le rôle de ces scribes dans la province justement de Shivaji, en fait, c'est Marat. Exactement. C'est très intéressant parce que c'était une force qui était en train d'émerger. En fait, forcément, ça a bouleversé un peu les codes sociaux. Et Shivaji était tellement important, en fait, ça a créé des opportunités, notamment pour les Kayasthas. C'était très intéressant de voir justement ces négociations, en fait. Il n'y a pas d'essentialisme, c'est toujours une transformation. Complètement. C'est changeant en fonction du contexte, en fonction de l'époque. Et justement, c'est ce que les Anglais, eux, ne voyaient pas, en fait. Ils voulaient essentialiser, avoir ces règles valables pour toute l'Inde hindoue. Vous avez 4 castes, 4 varnas, et on va s'appuyer là-dessus essentiellement pour tout comprendre. Et là, on voit bien qu'en fait, ça ne marchait pas. En fait, Et pour les Kayasthas, c'était une belle opportunité de renégocier leur statut. Une petite question rapide. Kevin, tu as parlé de Sampradaya. Oui. Est-ce que tu considérais ici les conservateurs, les réformés, le Brahmo Samaj, comme faisant partie comme étant des Sampradayas distincts à un certain point? Pas tellement. En fait, j'y ai pensé à un moment, à vrai dire, mais en m'étant un peu documenté dans la littérature, en fait, les Sampradayas passent déjà, il faut un rituel initiatique pour les intégrer, chose qu'il n'y a pas au Dharma Sabha. Il y a un petit peu ça au Brahmo Samaj, mais au Dharma Sabha, il me semble qu'il n'y avait pas de rituel initiatique. Et de plus, en fait, le Sampradaya, Sampradaya, comme on veut, c'est cette idée que c'est une sécession sociale. En fait, on se met en dehors de la société, et le Brahmo Samaj, le Dharma Sabha, en fait, était comme ça, c'était vraiment eux. Sampradaya, c'est une communauté ascétique. C'est ça, c'est ça. Et les deux, là, Brahmo Samaj, Dharma Sabha, étaient impliqués dans tout point dans la société, au point où eux-mêmes ont polarisé la société bengalienne. Et j'y ai pensé à ça, et en fait, m'étant un peu documenté et ayant lu quelques auteurs, j'ai compris qu'en fait, c'était plutôt des dames. C'était vraiment cette idée, on a des intérêts communs, une vision de la religion qu'on partage, mais on reste des Hindous. On reste des Bengalis. Et c'est pour ça, je trouvais ça intéressant, moi, de voir ce Doladoli, là, cette guerre des Dals, le fait que Radhakantadev était un chef de Dal, un Dalapati, ça ajoute en fait des choses. Est-ce que je peux...
Juste, puisque tu parles de drone, je trouve d'une certaine façon fascinant que les cas, ça se pose du côté conservateur, des protecteurs des valeurs, mais ils sont ceux qui plus expérimentent en fait un certain étirement des normes hindoues pour se creuser une place. Et si je me trompe pas, enfin, je pense que les conservateurs étaient un peu contre les influences étrangères, mais c'est justement grâce à l'influence étrangère que les cas, ça se fait en place. Je trouve ça quand même un beau paradoxe, quoi. En fait, c'est une histoire de posture. C'est se positionner comme ces défenseurs de la religion hindoue et de ce qu'on est les gardiens d'une tradition, on devient kshatriya. C'est très intéressant et en fait, en plus, très contradictoire chez les conservateurs, c'est l'idée que oui, on ne veut pas d'influence étrangère, mais l'éducation anglaise, ça va quand même. C'est assez contradictoire, mais c'est ces petits détails en fait, qui ont permis au Kayastha de voir des fenêtres d'opportunité qui, eux, leur ont donné les moyens de renégocier leur statut de caste. C'est ces petits interstices-là qui sont justement très intéressants à observer. Pas des interstices, ils se font réguler par des jugements, mais ils commencent en fait à avoir des terres par l'émission des documents. Complètement. Et puis ça, c'est évident dans les archives, quoi. On voit des gens qui falsifient les documents au point où des Kayasthas, ce sont eux dits héritiers directs du zamindar. Donc quand le zamindar meurt, un Kayastha qui était un simple administrateur devient l'héritier direct. Mais ce qui n'était pas possible, hein, il n'était pas de la même famille. Mais voilà, ces falsifications vont dans ces sens-là où on devient légitimement des propriétaires terriens. Et par rapport à ceci, une petite clarification, lors de la mouvance des Zamindaris vers la ville, vers Calcutta, tu dis qu'il y avait des pandits, il y avait des bagnards, il y avait les Dubashi, mais les Zamindaris aussi ont suivi cette mouvance. Complètement. En fait, c'est les Zamindars qui étaient dans les campagnes, qui sont allés à Calcutta. Pas les Zamindars, je veux dire les Kayasthas. Ah oui, les Kayasthas aussi. Les Kayasthas, qui sont devenus Zamindars de ce fait-là, se sont installés à Calcutta. Donc, on avait des Kayasthas Zamindars, on avait des Kayasthas administrateurs, et il y avait même pour la première fois des Kayasthas marchands. Chose que sous l'Empire moghol, en fait, les marchands étaient des musulmans. Et pour la première fois, un observateur anglais observa, mais c'est incroyable, on a des hindous qui se mettent dans le commerce, en fait, le commerce en fait, transcontinental, hors de l'Inde. Alors que c'est un interdit, c'est un tabou chez les hindous. Ouais, c'est ça, exactement. De traverser l'océan, c'est interdit, en fait. Mais on a par exemple, Tagore qui dit, moi, il me faut un agent pour opérer mes opérations en Chine, et cet agent, c'est un Kayastha souvent. Donc, on a ces administrateurs-là qui, justement, ont des petites opportunités, et justement, ils sont enrichis, et de ce fait-là, ont adopté des codes en fait, qui leur permettaient de revendiquer un statut de haute caste. C'est pour ça que c'était... Est-ce qu'il y aurait donc des questions de la part du public? Alors, là-dessus, on va conclure la séance. Kevin, je te remercie. C'était extrêmement stimulant comme présentation. Et merci également aux membres du public. Et je vais laisser